Voilà près d'une semaine que l'EIP 1559 rythme Ethereum. Apportée avec la mise à jour London, cette dernière brûle une partie des frais de transaction générés par les utilisateurs. Chaque minute, 2 Ethers disparaissent de la circulation, soit près de 500 000 $ par heure. Un chiffre impressionnant qui aura un impact encore plus important lors du passage à Ethereum 2.0 dans les prochains mois. Voyons un peu ce qui a changé sur le réseau 7 jours après l'implémentation de cet EIP fondateur pour la suite de l'écosystème, aux côtés d'Abdel Bakhta, un des core devs à l'origine de ce changement. Ça y est, après 2 ans de travail pour les développeurs et plusieurs mois de discussion avec les différentes parties, l'EIP 1559 fait enfin partie d'Ethereum. Apporté par la mise à jour London jeudi dernier, cette EIP réinvente la manière de prioriser les transactions sur le réseau, en brûlant notamment une partie des frais lors de l'exécution de celle-ci. Cette partie brûlée, environ 2 Ethers par minute actuellement, revenait jusqu'alors aux mineurs qui se voient amputés d'une partie de leurs revenus, alors même que leur existence est d'ores et déjà remise en question avec l'arrivée d'Ethereum 2.0 au premier trimestre 2022. Mais malgré la pression des pools de minage durant la première partie de l'année, l'implémentation de la mise à jour s'est déroulée sans accroc. Depuis quelques mois, il y avait eu de certaines tensions avec notamment les mineurs, puisque, pour rappel, l'un des impacts de cette EIP, c'est qu'elle provoque une diminution assez conséquente des bénéfices des mineurs qui sécurisent le réseau, puisque l'Ether qui est maintenant brûlé, avant, c'était quelque chose qui allait dans la poche des mineurs, et du coup, c'est des pertes sèches par rapport à cette nouvelle EIP. Donc, il y a eu pas mal de tensions durant les précédents mois, notamment avec des gros pools de minage qui étaient fortement opposés à cette EIP. Et du coup, on se disait que peut-être il y avait un risque de fork. Donc, qu'est-ce que c'est un fork? Pour rappel, c'est comme ce qui s'était passé en 2018 avec la DAO qui a donné naissance à Ethereum classique. Donc, en gros, c'est un réseau qui se scinde en deux parce que la communauté est divisée. Il y en a qui sont pas d'accord ou favorables à une amélioration du réseau et donc ils vont choisir la version qui philosophiquement leur correspond le plus, philosophiquement induit aussi financièrement bien sûr. Et donc, on se disait, peut-être qu'il y avait un risque que les mineurs, voilà, ils ne jouent pas le jeu et puis ils essayent de faire un veto sur cette EIP fortement en n'acceptant pas cette EIP. Mais du coup, ça ne s'est pas passé comme ça du tout. Et heureusement, on a constaté qu'en fait, grosso modo, il n'y a pas eu de problème du tout. En fait, tous les pools de minage ont directement utilisé la nouvelle version. Il n'y a vraiment eu aucun pool de minage ou aucun mineur qui n'a pas joué le jeu. Ou alors c'était vraiment anecdotique. Donc ça, c'est une très très bonne surprise. Et surtout, pourquoi, c'est très encourageant parce que le fait qu'une EIP si impactante, si controversée s'est passée sans problème, ça prouve que Ethereum, bien que ce soit une machine de guerre monstrueuse en termes de liquidité qui circule dessus, de taille de communauté, etc., on est quand même agile, c'est-à-dire qu'on est quand même capable d'apporter des gros changements à la différence d'un Bitcoin, par exemple, où le protocole est rigide, il ne bouge jamais. Sur Ethereum, on est capable de quand même passer des updates qui sont très controversés et pour autant de manière décentralisée, parce que j'ai vu passer vraiment un tas de conneries sur les réseaux sociaux qui disaient comme quoi c'est normal que ça s'est bien passé parce que c'est centralisé, etc. Alors que pas du tout, c'est complètement n'importe quoi de dire ça. Donc c'est un énorme succès pour moi et très encourageant pour la suite d'Ethereum, à savoir notamment l'une des étapes les plus importantes à venir, le merge, c'est-à-dire le passage effectif du proof of work au proof of stake. Les accusations de centralisation à l'encontre d'Ethereum refont souvent surface. Son cofondateur, Vitalik Buterin, nous a d'ailleurs répondu à ce sujet, et en français. Je vous mets le lien du podcast en description. Alors, si cette centralisation n'est pas l'explication du bon déroulement de l'implémentation de la mise à jour London, comment expliquer son succès? En somme, comment mettons à jour un réseau aussi gros et dispatché qu'Ethereum pour que tout le monde ait la même version en même temps afin de pouvoir continuer à effectuer les transactions du réseau et ne pas subir une baisse conséquente du hash rate?
Donc, quand la communauté est décidée sur une mise à jour, comment ça se passe? On va définir un numéro de bloc. Donc, la blockchain, elle marche avec des blocs successifs, etc. On va dire à tel bloc, la mise à jour va s'activer dans le client, dans le logiciel, du coup, du nœud Ethereum. Et donc, une fois que tous les clients avaient développé la mise à jour London dans leur logiciel, tout le monde était prêt, on a dit à tel bloc, ça va être la mise à jour. Et donc, depuis 2 semaines, depuis que c'est prêt, les nouvelles versions de chacun de ces logiciels, tout le monde était invité à mettre à jour son logiciel. Ça veut dire qu'en fait, on met à jour son logiciel avant la mise à jour du réseau. Donc, on stoppe son logiciel, on le met à jour avec la nouvelle version qui supportera London et qui, à partir de tel bloc, s'activera automatiquement. Ensuite, on relance son nœud et c'est transparent. Arrivé au bloc défini, tout le monde, tous les logiciels savent que maintenant, il faut appliquer les nouvelles règles. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, voilà, donc ça s'est bien passé. Tout le monde avait mis à jour en amont et la mise à jour s'est bien activée sur tous les différents types de logiciels. Et il n'y a pas eu de bug de consensus. Donc, qu'est-ce que c'est un bug de consensus? C'est, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs versions de ce logiciel qui fait tourner le nœud Ethereum. Et un bug de consensus, ça se passe, par exemple, quand telle version du logiciel dit que tel bloc est valide et un autre dit que ce bloc n'est pas valide parce qu'en fait, ils ont une interprétation des règles différentes. Donc ça n'est pas arrivé. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de fork, parce qu'en fait, quand on parle de fork, voilà, je ne l'ai pas dit, mais il y a 2 types de fork. Il y a le fork volontaire, c'est-à-dire on refuse une mise à jour et donc on ne prend pas cette version, et il y a le fork involontaire, c'est en cas de bug. C'est-à-dire que voilà, on a mis à jour, mais par exemple, il y a 30% du réseau qui utilise une version buggée, et bah, du coup, ça va créer un fork aussi à cause d'un bug. Mais du coup, ça ne s'est pas passé. Il n'y a eu aucun fork, ni lié à un bug, ni volontairement. On le disait, une des parties les plus connues de cette EIP, c'est le burn des fees, comprendre la suppression d'une partie des Ethers de la supply totale. L'autre partie, donc, des frais continus d'aller aux mineurs. D'après le site Coindesk, 36% des nouvelles émissions de tokens sont aujourd'hui brûlées avec l'EIP 1559. Mais comment ça se passe concrètement quand on burn des Ethers? Où partent ces 500 000 dollars par heure jusque-là reversés aux mineurs? Une transaction sur Ether, c'est quoi? C'est un envoi de TH d'une adresse à une autre, ou alors une exécution d'un smart contract. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand les mineurs ils vont exécuter les blocs, donc ils vont exécuter les blocs un par un, toutes les transactions au sein d'un bloc, ils vont être exécutées une par une. Et à chaque fois, ça va provoquer les effets de la transaction. Soit c'est un envoi d'Ether, soit c'est un envoi ERC20, soit c'est une exécution de smart contract, etc. Et en fait, avant, ce qui se passait, c'est que du coup, l'intégralité des fees, donc c'est ce que payent les utilisateurs pour faire passer les transactions, allait directement aux mineurs. Maintenant, on va déduire de ça, en fonction des règles du protocole et de l'utilisation du réseau, un nombre de fees à brûler. Et concrètement, qu'est-ce que ça fait de brûler des Ethers? C'est que tout simplement, ils disparaissent de la supply, ils n'existent plus. En fait, c'est-à-dire que concrètement, sur Ethereum, il y a des accounts. En fait, chaque utilisateur est lié à un compte. Et on va avoir ce qu'on appelle le balance. Donc, c'est le solde de chaque compte. On va dire, voilà, toi, tu as 100 Ethers, un tel a 100 Ethers, etc. Et on va faire des plus et moins, grosso modo. Et dans les plus et moins, en fait, on va pas remettre autant que ce qui a été enlevé. C'est comme ça que concrètement, on burn. C'est pas, on va les mettre quelque part, parce qu'en fait, il y a 2 types de burn et on voit souvent passer maintenant une nouvelle forme de burn qui est un envoi sur une adresse morte, en fait, soit l'adresse 0x000 ou soit l'adresse 0x DEAD pour dead, en fait. Donc ça, c'est pas un vrai burn, en fait. Quand on envoie une adresse, effectivement, ils ne pourront jamais être en circulation parce que personne ne possède la clé privée associée à cette adresse, mais un vrai burn, en fait, c'est quand l'asset en question, il disparaît complètement de la supply. Donc, en fait, dans nos plus et nos moins, ils vont disparaître, en fait. Par exemple, si, je vais dire un exemple. On part avec 2 personnes qui ont 10 ETH chacun. Voilà. Toi, tu veux m'envoyer un ETH, par exemple. Voilà. Donc, tu vas vouloir m'envoyer un ETH plus, donc tu vas payer les fees. On va dire un exemple qui est complètement bidon, mais tu vas payer 0,1 de fees pour faire passer cette transaction. 0,1 ETH de fees.
Toi, après cette opération, tu vas avoir 10 moins 1,1. Du coup, le 1 Ether que tu vas m'envoyer plus les fees. Donc, tu vas te retrouver à 8,9 ETH après l'opération. D'accord? Moi, je vais me retrouver du coup avec 11 Ether, puisque tu m'as envoyé un Ether. Et les 0,1 Ether, voilà, donc qui est les fees. Une partie va aller au mineur, 0,05 par exemple, et c'est tout. Ce qui fait que les 0,05 restants, ils ont disparu. C'est juste ça, en fait, le burn. C'est dans l'opération comptable. Là, dans cette transaction, il y a 3 parties qui vont recevoir de l'Ether ou qui vont en perdre, en fait. Donc, toi, tu vas être déduit. Moi, je vais être incrémenté de ce que tu m'as envoyé. Le mineur va être incrémenté de sa part à lui. Et le reste, il ne va à personne. C'est ça un burn. Parlons chiffres, Abdel, une semaine après le IP 1559, comment se positionne le réseau? Est-ce que beaucoup d'utilisateurs utilisent le nouveau format de transaction? Est-ce que beaucoup d'Ethers ont disparu de la circulation? Donc là, il y a plusieurs sites qui proposent ce genre de métriques, mais par exemple, etherchain.org/burn, vous pouvez voir le nombre d'Ethers cumulés. Donc là, par exemple, à l'instant où je vous parle, on a brûlé 16 700 Ethers, donc ce qui est quand même assez énorme. On ne s'attendait pas à brûler autant d'Ethers. Et donc là, par exemple, on voit le burn par heure est de 1,93 Ethers par minute. Ça veut dire chaque minute, grosso modo, on brûle presque 2 Ethers par minute. Donc c'est assez conséquent. On voit que, grosso modo, par jour, on brûle entre 4 et 5 000 Ethers, donc, ce qui est assez énorme. Au cours actuel, voilà, ça représente entre 13 millions et 15 millions de dollars brûlés par jour en Ethers, donc ce qui est assez conséquent. Au niveau des métriques aussi, on voit que par contre, très peu de personnes utilisent le nouveau format de transaction. Vous allez sur Etherscan, par exemple, j'ai pris un bloc au hasard. Vous avez des transactions dans un bloc là, par exemple, dans ce bloc, il y a 400 transactions. Et vous avez un nouveau indicateur maintenant sur Etherscan qui va vous dire si c'est une transaction au nouveau format. Ça, la petite ampoule verte, ça veut dire que c'est une transaction au nouveau format. Donc, si je prends une transaction normale, vous allez voir dans les données de la transaction quelque chose qui est nouveau, qui n'existait pas avant le London. C'est le transaction type. Donc, le transaction type 0 qui veut dire legacy. Et legacy, c'est quoi? C'est les transactions telles qu'elles étaient avant London. C'est-à-dire qu'elles n'exploitent pas les nouvelles fonctionnalités de London. Et si vous regardez par exemple celle-ci, donc elle, transaction type 2, et c'est le format EIP 1559. Et donc, en fait, on voit que l'écrasante majorité des transactions, c'est des transactions classiques à l'ancien format. Et pourquoi? En fait, tout simplement parce que les outils comme MetaMask, etc., ils n'utilisent pas encore le nouveau format des transactions. Faut peut-être dire ce que c'est le nouveau format des transactions. Voilà. Avant que vous faisiez vos transactions, avant London, vous définissiez simplement le gas price, donc c'était le prix du gaz, que grosso modo était défini par votre MetaMask. Je pense que certains l'ont vu, mais des fois vous pouviez accélérer, vous mettiez slow, moderate ou fast, et vous définissiez comme ça. Maintenant, le nouveau format fait que l'utilisateur peut définir techniquement 2 paramètres. Bon, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais bref, c'est un nouveau format de transaction. Et ce nouveau format n'est pas encore proposé par MetaMask, ce qui fait que beaucoup de personnes n'utilisent pas encore les nouvelles transactions. En fait, il n'y a que les gens expérimentés qui veulent optimiser leur coût en gaz qui vont utiliser le nouveau format, donc les grosses dApps, les grosses applications, etc. Parce qu'en fait, quel est l'impact pour l'utilisateur d'utiliser le nouveau format ou pas? C'est que en continuant à utiliser l'ancien format, donc ça marche, il n'y a pas de problème. Donc c'était intéressant pour faire une migration gentille, sans dire tous les wallets du monde, ils vont plus marcher à partir de London, ce qui aurait été catastrophique évidemment. Donc on a décidé de supporter pendant longtemps les transactions de l'ancien format, mais par contre il y a une petite contrepartie, c'est que si vous utilisez toujours l'ancien format, finalement vous allez continuer à payer toujours autant de gaz qu'avant le nouveau format. Alors que si vous passez au nouveau format, finalement, vous aurez une sorte de discount sur le prix que vous payez en gaz, en fait, et du coup, vous paierez moins cher. Donc, il y a quand même un gros intérêt à utiliser le nouveau format, mais ça va se faire naturellement quand les outils que vous utilisez en tant qu'utilisateur vont passer sur le nouveau format. L'idée, c'est que ça soit quand même transparent pour l'utilisateur. Il ne faut pas que l'utilisateur se pose de questions en termes d'expérience utilisateur. Il faut que ça reste très simple. Et voilà, par exemple, MetaMask, la prochaine version,
version qui va supporter le nouveau format, in fine, vous ne saurez même pas que vous utilisez le nouveau format. C'est l'idée, quoi. Les outils devront donc continuer de s'améliorer pour proposer aux utilisateurs les nouvelles fonctionnalités de cette EIP et, in fine, réduire les frais de transaction sur le réseau Ethereum, alors que le regain d'intérêt pour les cryptos et les NFT font remonter le prix moyen de ces dernières actuellement. Abdel, après 2 ans de travail aux côtés de l'EIP, tu devais être particulièrement attentif au passage du bloc donnant le top départ de London il y a quelques jours. Est-ce que tu es content du résultat? Oui, extrêmement content. Comme je l'avais dit la dernière fois, j'ai passé 2 ans de ma vie à travailler sur cette EIP. Il y avait beaucoup d'appréhension, beaucoup de doutes, beaucoup d'excitation. Le jour du fork, c'est clair, j'étais vraiment. C'est comme, par exemple, un athlète qui va s'entraîner pendant 4 ans avant les JO et le jour de la compétition, il y a une tension extrême et à la fois un mélange d'appréhension et d'excitation. Donc, c'est l'achèvement de 2 ans de travail acharné. Donc, j'avais peur que ça se passe mal, qu'il y ait eu des forks, des problèmes de sécurité, des bugs. Et du coup, ce n'a pas été le cas. Donc, extrêmement content, clairement. Vraiment très, très content et très fier d'avoir pu œuvrer sur cette EIP et d'avoir eu un impact fort sur cette EIP. Je ne peux que m'en réjouir, puisque en plus, clairement, depuis London, il y a eu un énorme boom au niveau du marché sur ETH. Donc, je pense que finalement, il y avait des rumeurs. Est-ce qu'elle était priced in, c'est-à-dire est-ce que le marché en avait tenu compte ou pas? Je ne pense pas, en fait, parce que les gens, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ça donne autant de TH par jour. Donc, cette réduction de la pression vendeuse des mineurs a un impact réel, hein, clairement, sur le prix, on le voit bien. Donc, c'est quand même cool de se dire qu'on a été un acteur majeur d'un changement qui a été ultra bénéfique pour ETH. Et c'est que le début, parce que là, on voit les effets court terme, mais les effets long terme, ça va être encore quelque chose, notamment après le fameux merge qui va réduire drastiquement l'émission de TH. Donc, l'effet du burn, il va se voir encore plus, grosso modo. Une fois qu'on va passer en proof of stake, l'effet du burn, il va être incommensurablement plus impactant. Et concernant les prochaines étapes sur Ethereum, que reste-t-il à accomplir avant le fameux passage au Proof of Stake avec le fameux Ethereum 2.0 dans les prochains mois? Alors, prochaines étapes, le merge. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose entre le merge? Normalement, oui. Il y aura un dernier fork avant le merge. Un fork qui va pas être majeur. Enfin, ça va être des corrections, des petites EIP, mais qui ne sont pas très, très impactantes, qui devra arriver, voilà, peut-être d'ici fin d'année, je pense. Voilà, peut-être vers octobre, novembre. Et ensuite, le merge qui devrait arriver dans le courant du premier trimestre 2022. Voilà, donc janvier, février, mars. La date est absolument pas définie pour l'instant. Ça va dépendre encore de beaucoup de facteurs. Mais voilà, en termes un petit peu de roadmap, il devrait y avoir un dernier fork lié avant le merge, avant le passage au proof of stake. Et ensuite, on aura le merge, le passage au proof of stake, premier trimestre 2022, si tout se passe bien. Merci Abdel pour toutes ces explications et bravo pour ce lancement réussi donc de l'EIP 1559. La dernière grosse brique avant le merge est définitivement posée et c'est assez excitant de suivre tout ça. J'espère que cet épisode sur l'EIP 1559 et sur la mise à jour London ainsi que ses conséquences vous ont plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire. Quant à nous, on se retrouve ce week-end pour un nouveau podcast. D'ici là, restez curieux et connectez au site de cryptost.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto.